Pendant près d'une décennie, la petite maison dans la prairie a enveloppé l'Amérique dans une douce couverture de nostalgie. Chaque semaine, des millions de téléspectateurs suivaient la famille Ingalls affronter blizzard, récolte, perdus, spectacles d'école et dilemmes moraux, tout en se tenant la main, citant la Bible et terminant chaque épisode par une étreinte. Cela ressemblait à un havre de paix dans un monde en mutation, une époque plus simple, une Amérique plus pure. Mais et si cette simplicité n'était qu'une illusion, et si la plus grande force de la série, sa vision rassurante de la vie pionnière, était aussi sa plus grande tromperie? Car derrière la musique du violon, les bonnets et la sagesse tranquille de Pa se cachait une vérité bien plus complexe. La petite maison dans la prairie n'était pas qu'un simple drame familial. C'était un mythe soigneusement construit, un récit qui effaçait des histoires douloureuses, faisait taire les voix marginalisées et assainissait la brutalité de l'expansion vers l'Ouest. Ce faisant, il a façonné la manière dont des générations d'Américains ont compris leur propre passé. Voici le côté sombre de La petite maison dans la prairie, l'histoire qu'elle n'a jamais racontée. Commençons par l'omission la plus flagrante, les Amérindiens. Sur les 9 saisons de la série, plus de 200 épisodes, les personnages autochtones n'apparaissent que dans moins de 10 épisodes. Et lorsqu'ils le font, ils sont souvent dépeints soit comme des mystiques nobles, soit comme des menaces anonymes. Il y a cet épisode célèbre de la saison 1, Les Indiens, où un groupe d'hommes Osage traverse Walnut Grove, terrorisant les habitants. Charles Ingalls se dresse avec courage, protège sa famille et gagne finalement le respect du chef grâce à un geste d'humanité partagé. L'épisode se termine par le chef disant « Vous êtes un homme bon, Ingalls », avant de disparaître à l'horizon. En apparence, c'est un message de paix, mais la vérité plus profonde, la famille Ingalls s'est installée sur des terres qui ne leur appartenaient pas. Historiquement, la vraie Laura Ingalls Wilder et sa famille ont emménagé en 1869 sur le territoire Osage au Kansas, un territoire qui avait été garanti à la nation Osage par un traité fédéral. Le gouvernement américain a ensuite rompu ce traité, ouvrant ses terres aux colons blancs. Les Ingalls étaient donc des squatteurs illégaux. Ils le savaient, et ils n'ont quitté les lieux que lorsque des soldats les en ont chassés. Mais la série télévisée, elle n'en parle jamais. Au contraire, elle présente les Ingalls comme des pionniers innocents à la recherche d'opportunités. Jamais comme des participants à un système de dépossession. En réalité, Michael Landon a un jour déclaré dans une interview « Nous ne faisons pas un cours d'histoire, nous faisons une émission sur l'amour. Mais quand l'amour se construit au détriment de la vérité, qu'enseigne-t-on vraiment ? Et ce n'étaient pas seulement les Amérindiens qui ont été effacés. Les Afro-Américains étaient presque entièrement absents de l'univers de La Petite Maison, dans une série se déroulant dans l'Amérique post-guerre de sécession, une époque de reconstruction, de loi Jim Crow et de grande migration. Il n'y a aucune famille noire à Walnut Grove, aucun élève noir à l'école, aucun agriculteur noir dans les champs. À une exception près. Dans la saison 3, le double épisode « L'artisan » introduit une famille noire, les Miller, venus ouvrir une menuiserie en ville. Aussitôt, ils subissent de l'hostilité. Leur chariot est vandalisé, des menaces sont glissées sous leurs portes. Et dans une scène puissante, Charles Ingalls monte la garde toute la nuit sur son Porsche, fusil à la main, pour protéger leur maison. C'était révolutionnaire pour la télévision de 1976. Mais voici ce que la série n'a pas montré, le racisme systémique qui aurait poursuivi les Miller bien au-delà de ces 2 épisodes. Aucune discussion sur la ségrégation, aucune mention du droit de vote, aucune exploration de ce que signifiait vraiment être noir dans le Minnesota rural des années 1870. Le problème est résolu en 2 épisodes. Puis les Miller disparaissent sans jamais réapparaître. C'était bien intentionné, certes, mais aussi superficiel. Une leçon morale emballée dans un joli paquet, puis oubliée. Parlons maintenant de la vraie Laura Ingalls Wilder,
l'auteur dont les livres ont inspiré la série. Les romans de Wilder sont des classiques adulés, mais ces dernières années, universitaires et lecteurs les ont réexaminés et y ont trouvé des contenus profondément troublants. Dans La petite maison dans la prairie, le livre, la jeune, Laura voit son père charger son fusil et dit « Le seul bois indien, c'est l'Indien mort ». Un pas répond « C'est bien vrai, cette phrase a été supprimée de la série télévisée, mais la mentalité qu'elle reflète persistait en arrière-plan. L'idée que la frontière était une terre vide, attendant d'être conquise par de braves familles blanches. En 2018, l'American Library Association a même renommé sa prestigieuse récompense pour la littérature jeunesse, la médaille Laura Ingalls Wilder, en prix du patrimoine de la littérature jeunesse. Citant les expressions d'attitudes stéréotypées de ses livres envers les peuples autochtones. Michael Landon connaissait cette tension. Il a adouci le langage de Wilder, ajouté des épisodes sur la tolérance et même inventé des intrigues originales promouvant l'inclusion. Mais il n'a jamais affronté la contradiction fondamentale. On ne peut pas raconter l'histoire de la colonisation de la frontière sans reconnaître qui y vivait déjà et ce qui leur a été pris. Ensuite, il y a le mythe de l'autosuffisance. La petite maison dépeignait les Ingalls comme une famille survivant grâce au travail acharné, à la foi et à l'entraide. Mais en réalité, la vie des pionniers dépendait bien plus de l'aide gouvernementale que la série ne l'admettait. Le Homestead Act de 1862 offrait gratuitement 65 hectares de terres publiques à quiconque les cultivait pendant 5 ans. Les chemins de fer subventionnés par l'État fédéral rendaient les déplacements possibles. Et lors de crises comme les invasions de sauterelles des années 1870, c'était l'aide fédérale, et non seulement la gentillesse des voisins, qui empêchait les familles de mourir de faim. La série a transformé un soutien systémique en vertu personnelle. Elle a rendu la pauvreté noble, la lutte romantique et la survie un acte solitaire. Mais les vrais pionniers le savaient. Personne ne réussissait seul. Et certainement pas sans l'infrastructure d'un empire américain en expansion, souvent violent. Même le traitement du handicap dans la série révèle une ombre cachée. La cécité de Mary Ingalls a été traitée avec une rare sensibilité pour la télévision des années 1970. Mais la série a présenté son parcours comme un triomphe sur le handicap grâce à la volonté et à la foi chrétienne. Elle va dans une école spécialisée, apprend le braille et finit par se marier et élever des enfants. Le message, si vous êtes bon et courageux, vous pouvez mener une vie normale malgré votre handicap. Mais ce récit ignore les véritables obstacles auxquels les personnes handicapées faisaient face et font toujours face. Il suggère que le handicap est un problème à corriger et non une dimension de la diversité humaine à accueillir. En offrant à Mary une fin heureuse calquée sur la vie des valides, la série a manqué l'occasion de normaliser le handicap à sa propre manière. Regardons maintenant du côté de la production, où l'obscurité n'était pas seulement historique, mais aussi personnelle. Le contrôle créatif de Michael Landon était légendaire. Il a réalisé la plupart des épisodes, réécrit des scénarios du jour au lendemain et exigé une authenticité émotionnelle de ses acteurs. Mais ce contrôle avait un prix. Plusieurs scénaristes et membres de l'équipe ont décrit un plateau stressant et émotionnellement instable. Les jeunes acteurs travaillaient parfois 12 heures par jour, malgré les lois strictes de Californie sur le travail des enfants. Melissa Gilbert a révélé plus tard qu'elle se sentait souvent épuisée, anxieuse et piégée par la célébrité. « Je n'ai pas eu d'enfance », a-t-elle écrit dans ses mémoires. « J'avais un travail. » Et tandis que la série prêchait les valeurs familiales, la vie personnelle de Landon était tourmentée. Marié 3 fois, père de 9 enfants, il a admis lutter contre la colère et le perfectionnisme. L'homme qui incarnait le père idéal à la télévision était, selon ses propres mots, profondément imparfait. Cela ne diminue en rien son héritage, mais cela nous rappelle ceci, l'écart entre l'image et la réalité a toujours été immense. Dans La petite maison peut-être,
La vérité la plus troublante est-elle celle-ci? La vision de l'Amérique proposée par la série est devenue si puissante qu'elle a remplacé l'histoire dans l'imaginaire collectif. Des générations ont grandi en croyant que la frontière était une terre d'opportunités pour tous, alors qu'en vérité, c'était un lieu de conquête, de traités rompus et d'effacement culturel. Elles ont appris que la gentillesse suffisait à résoudre le racisme, alors que la justice exige un changement systémique. Elles ont vu la pauvreté comme un test de caractère, alors qu'elle est souvent le fruit de politiques et de pouvoir. Et pourtant, nous aimons toujours la petite maison. Pourquoi? Parce qu'au-delà du mythe, il y a quelque chose de vrai, le désir universel d'un foyer, de sécurité et de connexion. La série a capturé ce désir avec beauté, même si elle s'est trompée sur l'histoire. Ces dernières années, Melissa Gilbert, Alison Arngrim et d'autres membres du casting ont parlé ouvertement des angles morts de la série. Gilbert milite désormais pour des récits inclusifs. Arngrim utilise sa voix pour dénoncer les injustices historiques. Même la communauté des fans de La Petite Maison a commencé à réévaluer la série, non pour l'annuler, mais pour l'aimer plus honnêtement. Et c'est là la voie à suivre. Nous n'avons pas besoin de rejeter La Petite Maison dans la prairie pour en voir les failles. Au contraire, reconnaître l'ombre rend la lumière plus précieuse. La musique du violon résonne encore. La prairie brille toujours d'or au coucher du soleil. Et les mots de pas, nous allons y arriver, Caroline. Nous émeuvent encore les larmes aux yeux, mais désormais, nous pouvons les entendre avec des oreilles plus claires. Nous pouvons honorer le réconfort que la série nous a offert, tout en honorant aussi les voix qu'elle a laissées de côté. Car la véritable leçon de la Petite Maison dans la prairie n'est pas que le passé était parfait. C'est que nous pouvons construire une maison meilleure, une maison qui inclut tout le monde.